Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans le cadre de la journée du droit des femmes, le 8 mars prochain. Nous sommes en direct en effet aujourd'hui du Forum des femmes citoyennes et actives qui se déroule aujourd'hui au Colisée de Meaux de 10h à 18h. Alors nous irons à la rencontre toute la journée d'acteurs du territoire et d'actrices mis à l'honneur pour valoriser, inspirer, défendre et accompagner des femmes, des parcours inspirants qui parfois œuvrent dans l'ombre pour remettre un petit peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour commencer cette journée, nous avons le plaisir de recevoir Corinne Pono-Roger. Bonjour Corinne. Bonjour Dorothy. Alors vous êtes maire adjointe aux affaires sociales, à la famille, aux espaces sociaux, à l'aide aux victimes et à la réussite éducative. En quoi cette journée est importante pour vous Corinne, importante pour votre délégation? Quel est le programme de la journée? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Écoutez, déjà je voulais commencer par vous dire que j'étais ravie de vous accueillir aujourd'hui au Colisée sous un soleil radieux pour la 3e édition du Forum Femmes citoyennes et actives que la ville de Meaux organise en partenariat avec les associations SOS Femmes 77 et le CIDFF Sud-Est francilien. Alors, pour mémoire, ce forum a pour objectif de faciliter l'accès aux droits des femmes, de prévenir les violences sexistes et de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Il permet également de valoriser les dispositifs existants à Meaux qui sont parfois méconnus du grand public et de mettre en lumière les nombreux acteurs du territoire qui œuvrent quotidiennement en ce sens et qui font un travail tout à fait remarquable. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est plus de 200 professionnels, que ce soit les services de la ville ou nos différents partenaires qui sont présents, sans oublier évidemment les bénévoles. C'est une vraie richesse, une vraie valeur ajoutée que de les avoir tous réunis en un même lieu parce que cela permet à chacune et à chacun de nos administrés de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux sans démultiplier les lieux, sans prendre de rendez-vous et participer aussi aux différentes activités proposées. Alors, quel est le programme de la journée ? Alors, au programme de cette journée, on va y retrouver des stands. On en a plus de 72 qui sont regroupés en 8 pôles thématiques d'accès aux droits comme la santé, l'emploi, le handicap, le social, l'aide aux victimes, la culture, le sport, l'art de vivre. Vous avez des animations sur scène, je pense notamment au défilé, au théâtre. Vous avez 77 ateliers à destination de toute la famille, dont des activités de sport et de bien-être. Et parmi les ateliers phares proposés, nous avons 2 escape games, un atelier de préparation à l'entretien d'embauche, des jeux débats sur le consentement, les réseaux sociaux, la sexualité et une immersion au métier du transport à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Alors cette année, petite particularité, puisque nous avons également demandé aux partenaires de proposer davantage d'ateliers à destination des enfants afin de pouvoir améliorer l'attractivité de l'événement et donc de faciliter la sensibilisation des administrés. Avec des stands de maquillage, jeux, ateliers créatifs. Je pense notamment à la décoration des cupcakes qui avait remporté un vrai succès l'année dernière, le rempotage, la confection de marque-pages. Et sans oublier, parce que c'est un endroit aussi important, un espace de restauration qui permet aussi à nos administrés de pouvoir venir au forum durant la pause méridienne. Très bien. Alors, en quoi c'est un rendez-vous important pour votre délégation ? Alors, c'est un rendez-vous important déjà pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment, parce qu'il s'inscrit dans la dynamique des actions quotidiennes que nous menons, mais aussi parce qu'il permet d'aborder avec le public et de manière transversale de nombreuses thématiques et différents sujets. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez comment faire face aux difficultés liées à la parentalité, comment faire face aux problèmes de santé, comment améliorer l'estime de soi, comment concrétiser un projet professionnel. Il est important parce que, encore en 2025, les inégalités femmes-hommes touchent tous les domaines malheureusement, et nous tentons à notre niveau, par le biais de ces forums, de sensibiliser un maximum de personnes, les femmes, les hommes, mais aussi les enfants. Je vous donne un chiffre qui me fait réfléchir. D'après l'ONU Femmes France, il faudra près de 300 ans pour atteindre l'égalité de genre
quand on sait qu'on évolue dans une société où aucun droit ne semble acquis. Alors en tant que maire adjointe, déléguée à l'aide aux victimes, je ne peux qu'être fière et me réjouir qu'un tel forum puisse exister sur notre territoire. Je sais que Jean-François Copé est très sensible et très mobilisé sur ce sujet. J'ai une chance immense qu'il m'ait confié cette délégation et qu'il me fasse entièrement confiance dans les actions menées ou le travail réalisé. En tant que femme, maman d'une jeune femme de 30 ans et grand-mère d'une petite fille de 2 ans, je suis une nouvelle fois très touchée de voir autant de partenaires mobilisés et je ne peux que les remercier d'avoir répondu une nouvelle fois présent. Je le sais, sans eux, ce forum n'existerait pas. Et puis évidemment, j'ai une pensée particulière pour Antoine Pagès, notre chargé d'aide aux victimes sur la ville de Meaux. C'est le chef d'orchestre de ce forum et qui a, encore une fois, par le travail titanesque en amont qu'il a réalisé, permis que ce forum existe et dans l'intérêt et le bien-être de nos administrés et j'allais dire de tous nos administrés. Merci beaucoup Corinne. Merci à vous. Merci. On poursuit notre série d'interviews avec Siga Yatta-Barré. Bonjour Siga. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de l'association TRIP qui s'est créée récemment sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors TRIP, c'est une association qu'on a créée avec 2 autres sœurs à moi qui est destinée aux jeunes filles de 11 à 17 ans. Donc voilà, qui peuvent venir de n'importe quel quartier, que ce soit le quartier ou le centre-ville. Donc on accueille toutes les jeunes filles de 11 à 17 ans. C'est donc, parti. Voilà. Comment est née l'idée de cette association ? Vous me l'avez raconté tout à l'heure, ça peut être intéressant que vous le partagiez. Nous, on est parti d'un constat où on est issu d'une grande famille, on avait plusieurs nièces, on leur demandait mais comment ça se fait que vous n'y allez plus au centre de loisirs ? Arrivé à 6-10 ans, ils y allaient. Arrivé à 11 ans, où c'est un autre cap de centre de loisirs, ils ont dit on ne trouve pas notre place en tant que jeune fille, qu'il y a beaucoup de garçons et entre autres qu'il y a beaucoup d'animateurs garçons. Donc ils y allaient en reculant. Donc on s'est dit pourquoi pas faire des choses pour vous. Ils étaient moins à l'aise. Elles étaient moins à l'aise parce que voilà, il y avait des choses qu'ils proposaient où c'était vraiment pour les garçons. Même si on sait que le foot c'est aussi, il y a des féminines qui jouent au foot. Moi-même quand on a fait du foot pendant 3 ans. Mais constamment toujours le même répétitif. Donc elles se sont dit on va faire nos trucs à nous, ils sont sortis, ils font leurs choses à eux. Nous, on a dit pourquoi pas récupérer tout ça. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'association. Vous avez commencé à créer des sorties. On a fait des sorties pour les filles. Et après, on a fait des réunions déconnectées où on pose les portables, on parle de tout et on se dit qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc voilà, et à partir de là, on a créé des projets. Et est venu des projets qu'on a mis en place comme un projet sportif en vue des Jeux Olympiques qui a été. Et c'était Trip Olympique du coup, où on a fait la rencontre de plusieurs jeunes filles. Une 60aine de jeunes filles étaient venues ce jour-là et ils ont pu s'initier à plusieurs sports tout au long de la journée. Vous avez l'impression maintenant que l'association est créée avec le recul, que ça crée vraiment du lien social, c'est important ? Oui, franchement, ça a créé du lien social où il y a des jeunes filles, elles étaient soit 2 ou 3 copines, mais là, à tous se connaître et à avoir et à découvrir aussi la vie de Meaux, parce qu'en soi, la vie de Meaux, même nous, en créant notre association, on se dit, en fait, il y a beaucoup de choses à la vie de Meaux, qu'il y a beaucoup de... Et pas rester que dans ce coin-là où elles sortaient, restaient en bas du bâtiment ou en bas, ou aller se faire leurs petits trucs de l'autre côté de la vie de Meaux. Et là, elles se disent, en fait, il y a des choses et on est amené à les mettre... à découvrir autre chose que les réseaux sociaux déjà. Bien et sûr. Aussi, il y avait ça aussi parce que quand on faisait les réunions déconnectées, être que sur les réseaux sociaux, ça a permis de... Ça casse un peu l'isolement. Voilà, ça a cassé l'isolement aussi. Donc voilà, et on avait fait aussi pour le mois d'octobre, il me semble que c'était octobre rose, où on avait fait un événement sur le cancer du sein. Très bien. Et franchement, là, on était là en table ronde, des tables rondes, avec la déco bien féminine, mais tout cela où ils ont fait... et en plus, ils ont joué un rôle parce qu'on a mis en place aussi un court-métrage pour la sensibilisation du cancer du sein. Et après, il y a eu des témoignages, des interventions, et franchement, ils ont super... En fait, c'était tout en... Comment dire ça ? Désolée. La découverte déjà du cancer du sein, parce que c'est pas quelque chose parce qu'ils se disent ça peut pas nous arriver. C'était en reculant sur cela, mais le fait de faire de la connaissance sur ça et tout en s'amusant, c'était propice à cette soirée où il y avait de l'animation aussi.
ou une jeune fille de notre association qui a eu du chant, il y a eu du breakdance. Vous avez l'impression, vous avez d'autres projets du coup pour l'association? Oui, on a d'autres projets. Donc on a la deuxième édition de Trip Olympique. On a le projet comme un voyage humanitaire au mois de mai. Alors on est en contact avec 2 associations au Maroc. Donc c'est pour aller au Maroc. La découverte du pays et aussi la découverte de l'humain, d'associatifs. Où il y aura aussi une association qu'on connaît, c'est Atlas Kinder, où c'est pour les enfants, du coup, les enfants du Maroc. Donc voilà. Super. Et après, poursuivre sur un événement aussi pour valoriser leur connaissance. Donc, pas leur connaissance, mais plus ce qu'ils ont comment dire ça, comme projet, ils ont un talent qu'ils ont en fait. Pour découvrir un petit peu le talent qu'ils ont. Que ce soit chant, culinaire, de la coiffure ou autre, et le présenter devant un jury. Et de là, la gagnante, mais après elles seront toutes gagnantes pour nous, mais la gagnante de cet événement-là, on pourra l'aider à suivre dans ce qu'elle produit. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous les aidez aussi en termes d'orientation? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes filles se posent aussi ces questions-là. Alors sur ça, l'orientation, que ce soit pour le métier pour plus tard, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à Meaux, on a plein de choses et qu'elles connaissaient pas, et nous d'ailleurs. Et on fait avec cette association, on a découvert que voilà, il y a de l'aide pour que ce soit pour l'emploi, pour faire le BAFA, des jobs d'été, que ce soit pour le permis ou autre, mais plein de choses. Et à chaque fois qu'on a, maintenant qu'on a le contact avec la ville de Meaux, où on a les mails qui sont envoyés, tout de suite on diffuse sur notre groupe de jeunes filles. Vous mettez en réseau. Voilà, en réseau, et franchement, il y a beaucoup de jeunes filles, par l'aide de notre association, arrivent à développer des choses qu'elles veulent mettre en place. Donc voilà. Super, merci beaucoup Siga. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci. On reçoit maintenant Lola Cartier, chargée de mission à la transition écologique du Pays de Meaux. Bonjour Lola. Bonjour. Alors vous avez aussi fondé une association qui s'appelle le verre à moitié plein. Alors le verre VERT. Vous allez nous expliquer en quoi consiste la mission de cette association. Alors j'ai créé cette association avec pour objectif de développer des projets écologiques sur le territoire. Et aujourd'hui, donc, on est présent sur le forum avec un stand de sensibilisation aux protections hygiéniques lavables à la place donc, de protections hygiéniques jetables. Et l'idée, c'est de sensibiliser tous les participants de ce salon. Les protections hygiéniques jetables, aujourd'hui, ils représentent à peu près 13% des déchets non recyclables, non valorisables. Et en plus, c'est polluant à la fois pour la planète, mais ça a aussi des conséquences sur la santé et sur le porte-monnaie pour le coup. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener cette thématique de manière ludique, parce que souvent, c'est encore un petit peu tabou comme sujet. Donc aujourd'hui, on est là, on ne parle que de ça. Et c'est un petit peu reprendre le pouvoir aussi sur son corps et vraiment amener cette thématique au plus grand nombre. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue, que la société évolue sur ce sujet-là ? Oui, alors ça dépend encore des milieux, des domaines d'activité aussi, mais oui, ça va dans le bon sens, je pense. Aujourd'hui, voilà, on est capable d'être dans un forum où on ne parle que de ça, avec des bénévoles qui en parlent directement. Voilà, les règles ne sont plus un tabou et c'est un grand plaisir à voir. Merci beaucoup Lola. Je vous propose maintenant qu'on retrouve Lorraine Potel, qui est technicienne de police scientifique, qui dépend du commissariat de Meaux. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors vous avez un métier un peu particulier qui est très intéressant, vous allez nous en parler. Comment vous êtes arrivée dans ce métier ? Alors du coup, c'est une motivation de par ma grande sœur qui était dedans déjà depuis 9 ans. Alors du coup, en fait, on a 9 ans d'écart et donc il y a eu les différences d'âge qui ont fait que j'étais pas forcément intéressée au début. Et elle m'a motivée une première fois à passer le concours. Et quand j'ai loupé ce concours une première fois, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai pu justement faire des stages avec elle et voir son quotidien et du coup m'y intéresser énormément. Et en fait, du coup, j'ai voulu tenter ma chance et rejoindre du coup les rangs de la police scientifique. Et à 26 ans, j'ai réussi. Qu'est-ce qui vous motivait, qu'est-ce qui vous intéressait dans la police scientifique ? Parce que c'est un métier particulier. Est-ce que c'est un métier très féminin ? Est-ce que c'est un métier où il y a une égalité homme-femme ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Alors, ce qui m'a motivé le plus, c'est que je suis le genre de personne qui va se lasser très vite
de ce qu'elle fait au quotidien. Et en fait, il n'y a pas une sorte de routine qui s'installe. Notre quotidien, il est assez différent et chaque scène, chaque infraction est différente. Et c'est ce qui nous motive en fait à justement être bon à chaque fois parce que voilà, on est là pour aider les enquêteurs, on est là pour faire nos preuves et après j'ai remarqué que c'était aussi un domaine, une section justement où beaucoup de femmes en fait étaient présentes et étaient bien représentées. Beaucoup de scènes de crimes sont gérées entièrement par des femmes. Et après ma sœur qui est une femme, elle représentait bien la police scientifique à mon goût et du coup ça m'a motivée à ça. La police en tant que telle, ça ne vous intéressait pas parce qu'il faut aller au front, se mettre en danger. Alors voilà, moi j'ai des membres de ma famille forcément qui sont dans la police nationale et alors avec les échos, etc. Le fait d'être armé, le fait de se retrouver vraiment en voie publique et d'être confronté à la population, c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément. Et quand on m'a présenté en fait la police scientifique, on n'a pas ce côté armé. On vient entre guillemets après la catastrophe. Oui. Les endroits sont sécurisés, il y a moins cette mise en danger. Et moi, en tant que femme, on est pour l'égalité homme-femme, mais en tant que femme, on sait très bien ça vous sécurisait. Mais voilà, en fait, on se sent en sécurité et on se sent beaucoup mieux. Voilà, on n'a qu'à se concentrer sur notre travail parce qu'on ne sera pas dérangé par autre chose. Quelles sont les qualités qu'il faut pour travailler dans la police scientifique ? Faut avoir un cœur solide, forcément, parce que on est confronté à la mort. Également à des situations où on se retrouve face à des victimes qui sont en détresse parce qu'elles ont été cambriolées ou elles ont été agressées, etc. Après, forcément, un bon sens de l'organisation. On est plutôt indépendant dans la police scientifique. Alors oui, on fait partie d'un service, mais nos missions, notre travail, nos constatations, ce sont les nôtres. Et du coup, on s'autogère. Donc en fait, il faut vraiment de A à Z être minutieux sur le travail qu'on va faire et émettre des hypothèses sur du coup nos infractions et ce qu'on a constaté pour ensuite rendre compte à l'enquêteur au-dessus. Et entre guillemets, on est ses yeux. Et c'est hyper important en fait d'avoir bien pris en compte la scène d'infraction, de l'avoir très bien visualisée pour justement retrouver les auteurs du mieux qu'on peut. Ça demande un grand sens de l'observation. Ouais. Ah oui. Ouais. Même si on a des mauvais yeux, il faut se concentrer. Et puis, ouais. Super, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, Lorraine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous allons maintenant à la rencontre d'Audrey Isquin. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Alors, vous avez créé 4 agences immobilières, l'adresse à Meaux, Trilport, Chelles et Val d'Europe. Mais vous êtes également présidente de la délégation de Seine-et-Marne de l'association des femmes chefs d'entreprise. Quelle est la mission de cette association ? Je suis adhérente depuis 7 ans. J'ai trouvé un rassemblement de femmes, chefs d'entreprise, d'activités complètement différentes, de tailles d'entreprise également différentes, qui m'ont aidé à développer mon business, à participer à des ateliers de prise de parole en public, à comment lire un bilan, comment améliorer ma fiscalité, comment concilier le bien-être entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Nous échangeons soit le matin, lors des petits déjeuners, le midi pendant un moment d'échange ou alors le soir. Donc ça correspond aux agendas de toutes nos adhérentes. Très bien. Est-ce que vous, dans votre métier, donc qui est l'immobilier, vous constatez encore trop souvent des inégalités hommes-femmes ou c'est plus le cas aujourd'hui ? Alors ça a été le cas, moi je suis agent immobilier depuis 25 ans. Donc vous avez vu évoluer le métier pour le coup, c'est intéressant. Oui, tout à fait. En fait, on voyait beaucoup de femmes conseillères location ou assistantes. On voyait très peu de femmes négociatrices, encore moins managers. Et alors les directeurs, on les comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui, mon réseau, le réseau L'Adresse, s'est quand même féminisé. Nous avons même des femmes maintenant au conseil d'administration. Alors encore peu nombreuses, la parité n'est pas encore réalisée puisqu'il y a 13 personnes donc, au conseil d'administration et nous avons 3 femmes. Mais on est là. Est-ce que ce réseau, en l'occurrence de chefs d'entreprise, aide des jeunes femmes qui démarrent dans un métier ? Est-ce que ça permet de faire évoluer une carrière ? Alors complètement. En fait, l'idée c'est de répondre à tous les besoins de la femme chef d'entreprise. Soit elle vient de créer sa boîte et donc là on va l'aider à faire un business plan,
à faire connaître son entreprise, soit par les réseaux sociaux, soit par le partage d'idées, par le retour également d'expérience, soit au contraire, elle a déjà une entreprise où il y a donc des salariés et elle a des problématiques, ça peut être des problématiques prud'homales à gérer, et là on essaiera ensemble de trouver des solutions. L'idée en rejoignant FCE, c'est d'intégrer une communauté dynamique où vous pourrez développer votre entreprise en trouvant des partenaires, des clients et des fournisseurs, d'échanger avec des entrepreneurs qui partagent vos ambitions et vos défis, et de vous épanouir personnellement et professionnellement grâce à la formation, aux rencontres inspirantes et des événements de haut niveau. Et l'idée, en fait, de femmes chefs d'entreprise, c'est également de prendre des mandats et des responsabilités à l'échelle locale, régionale ou nationale, pour œuvrer en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans l'économie et la gouvernance politique. Que dire de plus? Voilà. C'est formidable. N'hésitez pas à rejoindre donc la FCE. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine. Bien sûr, on est partout. Où vous contacter. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Je vous propose maintenant qu'on aille à la rencontre de Chantal Delis, présidente de l'AVAX de Meaux. L'AVAX, c'est l'association pour vaincre le cancer solidairement. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est malgré tant d'années de prévention contre le cancer et notamment du cancer du sein, c'est le cancer dont on va parler aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance sur le dépistage ? Alors, l'invitation à faire le dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans, une personne sur deux fait son dépistage. On est à 50%. Si on parle du dépistage du cancer colorectal, on est à 40%. Donc beaucoup moins, et là pour le coup ça stagne. Que le cancer du sein, avec toutes les grosses campagnes Octobre Rose, oui ça progresse. Et nous sur nos stands on fait beaucoup de prévention en parlant de l'autopalpation des seins pour sensibiliser les femmes à surveiller leurs seins elles-mêmes avant les 50 ans. Vous faites beaucoup d'interventions dans les classes aussi, auprès des scolaires ? On est invité à tous les forums associatifs, à toutes les manifestations. Octobre Rose, évidemment, c'est notre gros mois. Et effectivement, on va dans les lycées ST2S pour les premières. Et ça nous fait des relais, parce que les jeunes peuvent diffuser à leurs copains-copines. Est-ce qu'on a avancé sur la guérison des cancers du sein ? C'est-à-dire Oui. qu'on arrive à les dépister assez tôt pour pouvoir les soigner aujourd'hui ? Alors effectivement, la médecine fait de gros progrès et un cancer qui est pris à temps, on en guérit 9 sur 10. Il y a des nouvelles thérapies, les progrès de la médecine sont fabuleux quand même. Mais ça reste une grosse épreuve. Épreuve pour le malade lui-même, pour la famille. Quand ça touche une jeune femme qui a des jeunes enfants, vous voyez toutes les implications. Quel que soit il y a différents cancers, différents traitements, des effets secondaires aussi différents selon la personne, mais ce qu'on retrouve toujours, c'est une énorme fatigue écrasante. Et ça pose souci parce que, au bout d'un moment, on n'a pas l'impression que la personne est malade, mais effectivement, extérieurement, elle n'est peut-être pas malade, mais il reste cette fatigue. Et c'est vraiment une grosse épreuve pour une famille. Quels sont les gestes simples à faire au quotidien pour une femme pour détecter un cancer ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est une semaine après les règles, quand on a encore les règles, faire une autopalpation des seins. C'est pas compliqué. Et voir, ce qu'il faut, c'est repérer tout changement. Regarder dans la glace, et si le mamelon change, si la peau change, si une rougeur apparaît. Tout changement doit être repéré et on doit consulter. Il vaut mieux consulter pour être assuré. Une boule, ça peut être qu'un kyste, mais il faut étiqueter cette boule. Très bien. Merci beaucoup, Chantal. Je vous propose qu'on continue cette série d'interviews avec Charlotte Pêcheux, médiatrice, et Pauline Casanova, responsable des publics au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on établit une programmation culturelle, comment on fait pour avoir des thématiques très féminine, ce qui est votre cas. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, on n'hésite pas déjà à s'appuyer sur notre collection, forcément, puisque nous avons beaucoup d'objets qui sont liés à la thématique de la femme, et tout un couloir de la collection du musée est consacré à la femme durant la Première Guerre mondiale, que ce soit la femme bourgeoise, la femme paysanne, donc la femme dans le civil, et pas que, puisque on a des témoignages de certaines femmes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre, et parfois directement sur le terrain, on va dire.
Alors vous avez mené il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans, une exposition consacrée aux infirmières pendant la Grande Guerre. Tout à fait. Quel retour pouvez-vous nous faire de cette exposition ? Alors c'est une exposition qui a été proposée au public en 2023 et durant laquelle on a proposé plusieurs portraits de ces infirmières, notamment Edith Cavell et Sidonie Poquet. On peut vous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur ces deux figures, notamment Edith Cavell. Alors oui, concernant Edith Cavell, en fait, il s'agit d'une infirmière britannique qui, après l'obtention de son diplôme, s'est rendue en Belgique. On lui a confié la gestion d'un hôpital et d'une école d'infirmières. Et lorsque la Belgique se retrouve occupée par l'Allemagne, elle gère bien sûr l'afflux de blessés allemands, mais aussi prisonniers belges et français. Et elle met en place un réseau d'évasion pour que ces derniers regagnent leur pays alliés et reprennent les combats. Et malheureusement, ce réseau a été dénoncé, découvert et elle a été fusillée en 1915 pour cela, ce qui a bien entendu provoqué un mouvement d'indignation au Royaume-Uni et un regain d'intérêt et de mobilisation par ces derniers. Donc, Edith Cavell, c'est vrai que c'est un portrait qui reste assez marquant. On a exécuté une femme, une infirmière. À l'époque, ça a choqué Assez fort, ouais. Assez fort, ouais. Oui, pour l'époque. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous qui travaillez au quotidien sur ce sujet de la Grande Guerre. C'est vrai qu'on a souvent une image très masculine, finalement, de cet événement, puisque, évidemment, on pense à la figure du soldat qui est un peu emblématique. Quelle place ont occupé les femmes ? On ne le dit pas assez souvent et c'est important que vous le rappeliez, puisque c'est votre cœur de métier pendant la Grande Guerre. Elles ont occupé des postes assez multiples. On a souvent en tête donc, les infirmières, comme on vient d'en parler avec Edith Cavell, Sidonie Poquet aussi. Mais il y en a tellement d'autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de destins. Marie Curie également qui s'est rendue sur le champ de bataille avec ses petites curies pour développer la radiologie. Donc on pense souvent aux infirmières, mais en fait, dans la population, il ne faut pas oublier les paysannes, qui sont là, qui sont appelés d'ailleurs une semaine après la mobilisation à participer en travaillant au champ, en remplaçant les hommes dans les champs. Et d'ailleurs, le président du conseil, Viviani, avait dit remplacer mesdames sur le champ du travail, ceux qui sont partis sur le champ de bataille. Donc sans elles, on n'a pas de ravitaillement. Elles sont essentielles, bien entendu, à l'approvisionnement. Et bien entendu, on a besoin également de munitions. Donc les usines se vident de ces ouvriers, de leurs ouvriers, et on appelle les femmes à les remplacer au travail sur les tours à obus, fabriquer munitions, une munitionnette comme on l'appelait, fabriquer en moyenne 2000 obus par jour. C'est énorme, mais sans ces femmes, sans ces paysannes, ces munitionnettes et ces infirmières, bien sûr, on ne peut pas obtenir la victoire. Elles sont essentielles au conflit. Quand on parle de public du musée de la Grande Guerre, comment se divisent un peu aujourd'hui les publics du musée ? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine un peu ? Alors je dirais qu'il y a une tendance qui se dessine parce que, comme vous disiez, c'est une thématique qui de premier abord peut être une thématique d'hommes, mais on a beaucoup de femmes qui sont passionnées par l'histoire et qui sont également passionnées par le premier conflit mondial, notamment parce que la femme, durant la Première Guerre mondiale, a eu un rôle extrêmement important, comme vous l'a expliqué Charlotte, et en tant que munitionnette, en tant que marraine de guerre, donc ces femmes qui échangeaient par correspondance avec les soldats partis au combat. Et je pense que certaines femmes se reconnaissent peut-être ou compatissent avec ces femmes de cette époque parce qu'elles ont eu un destin assez incroyable, elles ont vécu la guerre. Et à la fin de la guerre, en 1918, on leur a dit, mesdames, merci, mais c'est tout, vous rentrez chez vous. Et ce n'était pas possible pour ces femmes-là. Et c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu une vraie émancipation des femmes. Les femmes ont commencé à se couper les cheveux, elles ont commencé à porter des vêtements plus courts. Et même si la femme française n'a eu le droit de vote que bien plus tard, contrairement aux Britanniques qui, elles, l'ont eu en 1918, elles ont commencé véritablement à s'émanciper. Et aujourd'hui, les femmes sont assez fières de leur parcours. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ces femmes heureuses de venir visiter le musée et heureuses d'en apprendre davantage sur ces femmes du début du siècle. Elles sont des exemples, des modèles et d'héroïnes en fait. Absolument. C'est les premiers modèles d'héroïnes. Absolument. Merci beaucoup Charlotte et Pauline pour vos vous. témoignages et on vous invite à aller à vous rendre au musée de la Grande Guerre évidemment. Merci à vous.
Je vous propose qu'on continue cette série d'interviews avec Halal Mouradoudi. Bonjour Halal. Bonjour Dorothy. Vous êtes vice-président à la communauté d'agglomération, à l'emploi, à l'insertion et aux nouvelles technologies. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ces nouveaux métiers, notamment ceux du numérique, sont ouverts aux femmes aujourd'hui? Alors, bien entendu qu'ils sont ouverts aux femmes, sauf qu'il y a une réalité, ce sont des métiers où on n'a pas beaucoup de femmes. Et donc on fait la promotion de ces métiers à travers nos forums, notamment celui de l'emploi, où il y avait aussi la présentation de la féminisation des métiers de la tech. Et donc on appelle bien entendu toutes ces forces positives à s'y intéresser, parce que les métiers de la tech sont les métiers de demain. Et la plupart des métiers de demain n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc il y a des débouchés énormes. Et donc on appelle à tous les forums à ce que ces métiers soient connus du grand public, notamment des femmes. Pourquoi ça bloque autant encore aujourd'hui pour vous sur ces métiers-là? C'est parce qu'elles n'osent pas y aller? Parce qu'elles ont une image de ces métiers très masculins ou... C'est peut-être ça, c'est un peu l'image du geek. C'est vrai qu'on voit souvent des hommes geeks, on voit très peu de femmes, alors que ce sont des métiers qui sont totalement ouverts aux hommes autant qu'aux femmes. Et c'est cette image qu'on a depuis tout jeune, hein. D'ailleurs le geek, on a toujours vu, c'est vrai, de jeunes garçons. Et c'est peut-être juste une barrière psychologique, parce qu'en réalité, les compétences, tout le monde les a. Oui. Les études à faire pour faire ces métiers sont divers et variés, parce que le spectre est très large. Et donc, nous, on essaie d'en faire en tout cas la promotion. Super. Merci beaucoup, Halal. Merci, Dorothy. À bientôt. On poursuit nos interviews aujourd'hui avec Maëva Shieldlover. Bonjour Maëva. Bonjour. Vous êtes directrice de la collecte au sein de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Alors, on a souvent l'image d'un métier, la collecte des déchets, qui est très masculin. Est-ce que c'est juste un préjugé ou est-ce que c'est une réalité? Alors effectivement, ce sont des métiers très masculins, chauffeurs et équipiers de collecte. Sur le service de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, on a 50 agents et 49 hommes et une femme. Et un chauffeur femme. Est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est un métier qui se féminise au fil des années? Ça a un peu évolué? Ça a un petit peu évolué, mais on reste toujours dans cette configuration très masculine de je conduis le camion, je suis un homme et je conduis le camion, et puis derrière la difficulté aussi du métier. Par le port de charge, par les intempéries, la météorologie de manière générale. Très bien, ok. Est-ce que, alors votre collègue me disait tout à l'heure que sur les femmes essentiellement qui trient les déchets, il y a quand même un vieux schéma patriarcal qui traîne quand on entend ça. Léger. Alors oui, effectivement, nous, on a cette impression-là parce qu'on a encore énormément la femme dans la cuisine. Et que la production de déchets, la poubelle, elle est dans la cuisine. Bien essentiellement de là, oui. C'est la place, c'est pas la place de la femme, mais en tout cas c'est là qu'on la trouve. C'est souvent la tendance. C'est la tendance souvent de la femme prépare à manger. C'est elle qui produit le déchet à ce moment-là, au moment de la préparation du repas. Bien sûr, oui. Et du coup c'est elle qui doit trier ou non le déchet à ce moment-là. Sur l'éducation ou tri, vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire? Alors, il y a effectivement encore beaucoup à faire. Après, il y a la population qui doit prendre aussi en compte les difficultés qu'on va avoir dans les années à venir sur cette gestion des déchets. Et on est soumis énormément, nous, à la production, pas à la production, à la consommation. On voit, nous, c'est facile, hein, on voit en début de mois, on a plus de déchets qu'en fin de mois. C'est incroyable. Comment on explique ça? Parce que la consommation, on a notre salaire en début de mois, on consomme, on produit de l'emballage, on surconsomme et puis après on achète moins parce qu'on a moins les moyens d'eux. Et voilà. Mais le tri des déchets aujourd'hui, c'est une problématique qui est culturelle, qui est sociale. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Nous, on lance un gros projet là sur sur cette année. C'est une étude sociétale et comportementale sur la gestion des déchets, sur l'habitat collectif. Parce qu'on a besoin de comprendre ces difficultés, effectivement, de pourquoi les gens ne trient pas, en fait. Il faut juste savoir que la collecte des emballages, on l'a mis en place sur la CAPM il y a 20 ans. Et quand on fait des caractérisations de nos ordures ménagères, c'est-à-dire quand on va voir ce qu'on a dans nos ordures ménagères, on se rend compte qu'il y a encore 40% d'emballage dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc ça fait 20 ans qu'on l'a mis en place, ça fait 20 ans qu'on fait de la sensibilisation, ça fait 20 ans qu'on fait des actions et on a encore 40% dans la poubelle.
qui correspond aux emballages et qui devrait être dans la poubelle de tri. Comment on peut faire évoluer ça en faisant encore plus de prévention ? Plus de prévention, plus de sensibilisation. On espère énormément de cette étude comportementale et sociétale sur la gestion du collectif, parce qu'en fait, on se rend compte que le tri aussi, il est plus compliqué sur le collectif, pour plein de raisons différentes. Parce que l'accès aux locaux poubelles, c'est pas la même chose que quand on habite un pavillon et qu'on a son bac de déchets pile poil devant sa porte ou à côté de son portail, c'est pas pareil. Parce qu'on n'a pas le même volume pour stocker ses déchets, pour tout plein de raisons. Et bien évidemment, sociétale et culturelle. C'est une évidence. Bon, très bien. Donc il faut encore avancer sur ce sujet alors. Il faut encore avancer, il y a plein de choses à faire. Maintenant, effectivement, le fait d'avoir des femmes en direction de ces services d'hommes, c'est très intéressant et ils ont vraiment une autre approche en termes de nous, managers. Ils ont une autre approche et ils viennent nous voir de manière totalement différente que l'approche par rapport à un homme, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas le même, ils vont pas, comment dire, ils vont pas prouver, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit vis-à-vis de nous. Donc ils arrivent plus en un peu de délicatesse. Ils essayent. Enfin, c'est rigolo. C'est pas le même management qu'une femme. On ne gère pas les hommes de la même manière que les femmes. Très bien. Merci beaucoup, Maëva. Merci. Merci à vous. On poursuit notre série d'interviews avec Christelle Menguet. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous travaillez à la brigade d'assistance et d'administration judiciaire au commissariat de Meaux. Quelle est votre mission ? Alors donc nous on est chargé de ce qu'on appelle les déferments. Donc quand les personnes sont placées en garde à vue, donc quand ils doivent comparaître devant le procureur de la République ou devant le juge, donc nous on est amenés à les conduire devant le procureur de la République ou bien devant un juge d'instruction. Voilà, donc c'est notre rôle de faire des déferments. On fait le pont entre la justice et la police. Et la police. Exactement. Voilà. Comment vous êtes arrivé dans ce métier ? Parce que c'est un métier, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup cette image, moins quand même ces dernières années, mais ça a longtemps été un métier qui était vu comme un métier très masculin. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ces inégalités ou pas du tout ? Est-ce que ça se désacralise un peu et est-ce que les femmes ont davantage de place ? Les femmes ont davantage de place, au contraire, hein, elles sont bienvenues dans notre métier. Elles sont légitimes parce que c'est un métier où on a besoin de complémentarité. Donc on ne peut pas dire qu'on a juste besoin de l'agent féminin ou masculin. Nous tous, voilà, on est complémentaires. Il y a des missions où les femmes vont être plus mises en avant. Donc tout ce qui est enquête, tout ce qui est prévention. Il y a des missions où les hommes vont être plus mis en avant, tout ce qui est intervention. Voilà, donc on se complète. Vous intervenez beaucoup sur le terrain ? On intervient, dans mon service, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on assiste, comme je vous expliquais, au niveau judiciaire, mais on intervient aussi sur le terrain. Donc on peut basculer en police secours, si je peux dire ça entre guillemets. Donc on peut être appelé pour un accident, on peut être appelé pour des violences conjugales, on peut être appelé pour une personne en état d'ébriété sur la voie publique. Donc nos missions sont vraiment polyvalentes. Très polyvalentes. Qu'est-ce qu'une femme peut amener de particulier dans ce métier ? Qu'est-ce qu'elle peut amener en termes de compétences ou de qualité par rapport à un homme, justement ? C'est intéressant que vous nous expliquiez ça. Oui, son côté organisation, surtout au niveau judiciaire, donc c'est vraiment, il faut, voilà, c'est des enquêtes, il faut être minutieux, il faut la recherche. Donc les femmes, elles sont plus patientes, si je peux dire ça comme ça. Je dis pas, bon, je ne généralise pas, mais c'est ce que vous avez pu observer en tout cas dans le cadre de vos fonctions. Voilà. Ouais. Et aussi certaines interventions, je ne travaille pas dans l'investigation, mais je sais que quand on a un dossier de violence conjugale, c'est pas une femme qui va être interrogée par une autre, qui va être auditionnée. Voilà, ça décante. Le climat, il est différent au niveau pour pouvoir avoir des informations, des retours. Donc je dis, la femme, elle a son rôle à jouer dans cette grande institution policière. C'est une très bonne nouvelle. Si vous voulez, n'hésitez pas à postuler. Alors, la police recrute généralement toute l'année. Merci beaucoup, Christelle. Je vous en prie. Merci.